Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va porter donc sur l'écart moyen ainsi que le rang centile. Donc, en ce qui concerne l'écart moyen, ce sera une révision très brève des concepts qu'on a déjà abordés en classe. Donc, je vous rappelle la définition de cet écart moyen. Donc, c'est une mesure de dispersion en statistique qui nous permet de mesurer justement là, à quel point les données d'une distribution sont éloignées du centre, sont éloignées de la moyenne. Donc, c'est la moyenne des écarts à la moyenne des données dans une distribution statistique. Il y avait une formule là, qui nous permettait de synthétiser les étapes de calcul pour l'écart moyen. Cela dit, comme je l'ai expliqué au dernier cours, cette formule-là n'a pas tant d'importance, si ce n'est que de nous rappeler un peu c'est quoi les étapes pour arriver à calculer l'écart moyen. Et ce qu'on va faire plutôt, là, c'est de suivre justement les étapes de calcul et pas nécessairement se fier exclusivement là, sur cette formule-là là, comme point de référence là, pour le calcul de l'écart moyen. Bref, on avait fait une explication également là, sur la pertinence de l'écart moyen, donc d'expliquer que ça nous donne une idée supplémentaire, par exemple, à seulement que la moyenne pour être capable d'évaluer une distribution statistique. On avait donné un exemple avec deux groupes d'élèves là, qui auraient fait un examen. La moyenne est identique pour les deux groupes, mais dans les deux cas, on voit qu'il y a un groupe qui a mieux réussi que l'autre, puisque l'écart moyen est beaucoup plus petit dans le premier groupe que dans le deuxième. Voilà. Les fameuses étapes de calcul pour l'écart moyen. La première, évidemment, calculer la moyenne de toutes les données de la distribution. Ensuite, de faire l'écart positif entre toutes les données et la moyenne. Et pour conclure, donc, calculer la moyenne de tous les écarts positifs. Donc, c'est vraiment ces trois étapes-là qu'on veut retenir et qu'on veut maîtriser dans toutes les situations. Et d'ailleurs, on avait fait un premier exemple la dernière fois en prenant une distribution là, de, si ma mémoire est bonne, là, c'était quoi, 7 données, ou ouais, voilà, donc 7 données ici. Et donc, on avait fait ces trois étapes de calcul, là, à commencer par la moyenne, donc de la distribution. Donc, c'était à la page 273, le numéro 3F. Donc, 27 plus 29 plus 34 plus 37 plus 39 plus 42 plus 44, 252 divisé en 7, ça faisait 36. Ensuite, on avait calculé l'écart entre chacune des données de la distribution et la moyenne en question. Et si je peux me permettre ici d'illustrer la chose, je vais juste montrer ici un exemple de calcul avec mon stylet. Donc, ce qu'on avait fait, par exemple, pour obtenir le résultat de 9, c'est qu'on avait fait donc 27 moins 36. Évidemment, ce résultat-là est négatif, donc ça fait moins 9. Et puisque c'est la valeur absolue qu'on recherche, donc c'est-à-dire la réponse qui est exclusivement positive, on avait transformé ça en plus 9. Et ainsi de suite pour l'ensemble des données. Ce qui nous avait donné tous les écarts positifs qui étaient là. Je vais effacer ici mes annotations. Voilà. Donc, une fois que ces écarts positifs sont calculés, donc on avait fait la moyenne de ces écarts positifs. Donc, on avait additionné tous les écarts. 9 plus 7 plus 2 plus 1 plus 3 plus 6 plus 8 divisé en 7 et ça nous donnait un écart moyen de 5,143. Donc ça, c'était pour notre premier exemple. Je veux faire avec vous aujourd'hui deux exemples supplémentaires là, pour illustrer encore une fois le calcul de l'écart moyen dans à peu près toutes les situations possibles et imaginables. Donc, on sera toujours à la page 273 de votre cahier d'exercice et on va aller regarder ensemble le numéro E. Donc, la différence qu'on a ici par rapport à l'exemple précédent dans le cahier d'exercice numéro E, c'est que nous avons une distribution de données qui est représentée là, sous forme de données condensées. Donc, dans un tableau de données effectif. Donc, nos données sont 3, 4, 5 et 6. Et elles se répètent respectivement là, un certain nombre de fois. Donc, 2 fois pour 3, 11 fois pour 4, 17 fois pour 5 et 15 fois pour 6. Donc, la première étape, selon nos trois étapes de calcul pour l'écart moyen, c'est de calculer la moyenne. Donc, je vous rappelle que dans le cas d'un tableau donné effectif, la moyenne, eh bien, c'est le fait que la donnée 3 revient deux fois. Donc, je devrais faire 2 fois 3. Donc, ouais, c'est ça. Je devrais multiplier les deux. Là. Je vais effacer ça ici, c'est mal représenté. Donc, je vais
Simplement, là, ici, montrer que je devrais multiplier les deux, comme ça ici. Donc, celui-là et celui-là, on va multiplier ensemble. Et ce sera la même chose, 4 fois 11, 5 fois 17, 6 fois 15. Le total des effectifs, la somme des effectifs, si vous faites 2 plus 11 plus 17 plus 15, ça fait bel et bien 45. Bref, si on calcule tout ça, donc ça nous donnera un total au niveau de la multiplication des données de son effectif de 225 divisé par la somme des effectifs 45. Donc, au final, ça nous donne une moyenne de 5. Ensuite, on doit valider donc l'écart positif entre chacune des données et la moyenne. Donc, quand vous avez un tableau comme ça, c'est pratique de travailler avec un tableau et d'ajouter une colonne. Donc, la colonne des écarts positifs. Et donc, j'ai tout de suite indiqué les réponses. Je vais encore une fois reprendre le calcul là, à côté. Donc, je vais effacer ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc, pour calculer ces écarts positifs, et là, l'erreur classique à ne pas faire, c'est de faire la différence entre la moyenne qui est ici et les effectifs. Non, bien sûr, c'est la différence entre les données et la moyenne. Donc, par exemple, pour obtenir le 2 qui est là, j'ai fait la donnée 3 moins 5 la moyenne, ce qui donne un résultat de moins 2. Évidemment, ce résultat, on le veut que positif, valeur absolue, donc plus 2. Même principe ici avec 4, donc 4 moins 5, c'est moins 1, résultat positif, plus 1. Donc, comme je vous dis, l'erreur classique à ne pas faire, c'est de faire l'écart entre l'effectif et la moyenne au lieu de la donnée et la moyenne. Bref, vous voyez que dans les 4 cas, ça donne 2, 1, 0 et 1. Et donc, on est prêt après ça à passer à notre dernière étape de calcul qui est de faire la somme des écarts à la moyenne et de le diviser par le nombre de données. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours dans un contexte de données effectives. Donc, l'écart de 2 qu'on a ici, combien de fois il revient? Bien, il revient 2 fois parce que on aura, lorsqu'on fait là, la différence entre la donnée et la moyenne, donc fait la donnée 3 2 fois parce qu'elle est là 2 fois. Au même titre que la donnée 4, elle est là 11 fois. Donc, quand on veut faire la somme des écarts positifs, on doit multiplier cette somme-là, les écarts positifs par l'effectif. Donc, 2 fois 2, 1 fois 11, 17 fois 0, bon, ça ne donnera rien, tant mieux. 1 fois 15, et ainsi de suite. De sorte que la moyenne des écarts à la moyenne, donc ce sera non seulement, ce ne sera pas juste 2 plus 1 plus 0 plus 1 divisé en 4, mais plutôt, donc 2 l'écart positif fois l'effectif de 2, 1 l'écart positif fois l'effectif de 11, et ainsi de suite. Donc, ça nous donne ça, une somme au numérateur de 30, divisé toujours par notre effectif total, 45, ce qui donne un écart moyen de 0,6. Donc, voilà pour ce deuxième et avant-dernier exemple d'écart moyen. On va y aller avec un dernier exemple, donc toujours à la page 273 du cahier d'exercice. Ce sera le numéro H, si ma mémoire est bonne. On va valider ça à l'instant. Voilà. Donc, troisième cas possible pour travailler là, à trouver l'écart moyen. Voici un tableau données effectifs, mais cette fois-ci, ce sont des données regroupées. Donc, il y a des classes et on cherche à savoir quel est l'écart moyen dans ce cas-là. Donc, la première étape de calcul, vous le savez, c'est de calculer la moyenne. Et on avait fait des exemples en ce sens-là pour la révision là, sur les calculs de moyenne. Lorsqu'on a un tableau à données regroupées comme ça ici, il faut se fier à une donnée quelconque si on veut être capable de calculer la moyenne. C'est pour ça que ce qu'on s'apprête à faire, là, ce sera de l'ordre de l'approximation, parce qu'on ne sait pas exactement de quelle donnée il y a. On sait qu'il y a 3 données entre 7 et 9, mais on ne sait pas exactement le résultat. Il y a peut-être 3 fois 7, ou 3 fois 9, ou 7, 8, 9, on ne sait pas. Bref, pour faire en sorte d'avoir une donnée fixe sur laquelle se fier, on va commencer par déterminer le centre de chacune, le milieu de chacune des classes. Donc, quel est le centre entre 7 et 9? Évidemment 8. Entre 9 et 11, évidemment 10, et ainsi de suite. Et une fois que ça c'est fait, on va se fier à ce centre-là pour faire la même chose qu'on a fait dans le tableau à données condensées dans l'exemple précédent. On va multiplier donc le centre par l'effectif et on va répéter ça pour chacune des données afin de calculer la moyenne.
Donc 8 fois 3, 5 fois 10, 10 fois 5, 12 fois 5, 14 fois 3, et tout ça divisé par, évidemment, l'effectif total de notre distribution, qui est 16 ici. Et donc, ça donne 176 divisé par 16, donc ça fait une réponse finale de 11. Donc voilà pour ça, ça c'est la moyenne. Je vais effacer les annotations. Voilà. Deuxième étape de calcul, on doit calculer l'écart positif entre les données et la moyenne. Donc, pour y arriver, ben, on n'aura pas le choix de procéder un peu de la même façon qu'on a fait dans le cas du tableau donné à données condensées. Et on va donc soustraire la moyenne, qui est ici 11, à chacun des centres qu'on a utilisés, donc il y a quelques instants. Donc 8, 10, 11, 12, 14. Et si je fais ça, ben, je vais obtenir les écarts positifs suivants. Donc je rappelle, là, ça commence à être répétitif, mais je pense qu'on comprend l'idée. Donc pour obtenir cet écart positif de 3, donc j'ai fait 8 moins 11, ça donne moins 3. On prend la réponse positive, donc plus 3. 10 moins 11, ça fait moins 1, plus 1, 12 moins 11, 1, 14 moins 11, 3. Donc, c'est ce qui nous donne les écarts positifs ici. Encore une fois, l'erreur classique à ne pas faire, c'est de soustraire la moyenne de l'effectif et non pas de la donnée ou du centre de la classe, là, comme dans ce cas-ci. Donc, voilà pour ça. On a nos écarts positifs et là, je pense qu'avec l'exemple précédent, on saura bien un peu là, comment on va se procéder pour faire la moyenne des écarts positifs. Donc, on va prendre chacun de ces écarts-là, comme tantôt, et on va le multiplier par l'effectif, puisque cet écart-là revient 3 fois, l'écart de 1 revient 5 fois, et ainsi de suite pour le reste, de sorte que l'écart moyen, donc ce sera 3 fois 3, plus 1 fois 5, plus 1 fois 5, plus 3 fois 3, et donc ça donne une somme de 28, divisé par 16, l'effectif total. Donc, ça fait un écart moyen de 1,71. Donc, ça vous donne un bon aperçu de toutes les situations possibles là, dans lesquelles on aurait à travailler avec l'écart moyen, les façons différentes de le calculer. Donc, je pense qu'en ce sens-là, là, ça vous donnera les outils nécessaires pour être capable d'affronter tout un éventail de situations là, différentes lorsque vient le temps de calculer l'écart moyen. Voilà. Passons à la prochaine étape, le prochain sujet. Et je parle ici du rang centile. Donc, si on retourne quelques instants dans le document de notes du cours, on va prendre en note quelques informations et ensuite on terminera avec deux petits exemples pour compléter notre compréhension de cette mesure statistique, le rang centile. Donc, le rang centile, c'est une mesure de position. Mesure de position veut dire donc une mesure qui va nous indiquer, son nom le dit, la position d'une donnée dans une distribution. Donc, une mesure de position qui indique le pourcentage de données qui sont inférieures ou égales à une donnée précise là, dans une distribution statistique. Donc, autrement dit, si on vous accorde le rang centile 75, c'est qu'il y a 75% des gens, par exemple, on prend l'exemple classique d'une classe à un résultat d'examen. Donc, on vous dit, là, dans ton examen, tu as reçu le rang centile 75, c'est que 75% des gens ont une moins bonne note ou une note égale à la tienne. Donc, de sorte que ça vous donne une idée là, de où vous vous situez dans la distribution. Et donc, par rapport toujours au rang centile, je ne crois pas qu'il y ait d'espace nécessairement dans votre document de notes pour noter cette petite info. Vous pourrez trouver peut-être un petit espace là, à gauche, à droite, en haut, en bas, là, trouver l'espace qu'il faut. Donc, ce qui est bien important de comprendre au sujet du rang centile, c'est que, d'une part, deux résultats égaux auront toujours le même rang centile, ce qui fait bien sûr beaucoup de sens, parce que imaginez que vous avez la même note que votre ami à l'examen dont je parlais tantôt. Si je vous accorde le rang centile 75, bien évidemment, votre ami aura aussi le rang centile 75, puisqu'il y aura autant de gens dans les deux cas qui auront des notes inférieures à la vôtre ou à celle de votre ami, et des notes égales à la vôtre ou à celle de votre ami. Donc, c'est tout à fait normal. Et aussi, il peut y avoir des rangs centiles vides. Donc, du moins qu'il y a des distributions là, avec moins de 100 données.
ou même dans certains cas avec plus de 100 données, il pourrait y en avoir aussi, là, tout dépendamment s'il y a des données qui sont égales ou non. Donc, bref, sans plus d'introduction, il y a une formule pour calculer ce rang centile d'une donnée et dont on va faire un petit exemple dans quelques instants. Donc, je vous la donne à l'instant. Donc, la formule est la suivante. Elle semble imposante, elle semble faire peur, mais c'est en effet très simple et elle est imposante seulement de la façon dont les informations sont écrites à l'intérieur. Donc, R100 c'est le symbole qu'on utilise pour le rang centile. Donc, quand on utilise R100, ça désigne le rang centile. Donc, on va le calculer en comptant tout simplement le nombre de données inférieur à la donnée pour laquelle on cherche le rang centile, plus le nombre de données égales à cette donnée-là divisé par 2. On y reviendra, il y aura une petite note à prendre là-dessus. Divisé donc par le nombre total de données et fois 100. Et un rang centile, c'est nécessairement donc un rang entier. Pensez-y, vous ne pouvez pas terminer la course d'une course quelconque 22e et 3 quarts. Donc, vous terminez au rang 22, vous terminez 22e. C'est le même principe pour le rang centile. On doit donner un rang entier. Ça ne fait pas de sens de dire on est au 28e et 0,125 rangs. Ça ne fait pas de sens. Donc, on doit toujours arrondir le résultat à l'unité supérieure. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que du moment qu'il y a des décimales à votre résultat avec cette formule-là, vous arrondissez supérieur, vers le haut. Donc, par exemple, même si c'est en bas de 50 là, ou de 500, c'est vers le haut. Donc, par exemple, vous avez un rang centile, disons, de 68 et 003. Ben ça veut dire nécessairement, on s'en va directement à 69. Vous avez un résultat de 82 et 7, 8, 5. Eh bien, vous arrondissez supérieur 83. Donc, peu importe les décimales qui suivent, s'il y a des décimales, on arrondit vers l'unité supérieure. Donc, voilà pour ça. Je vais effacer mes petites annotations ici. Dernière petite information sur cette formule, et on va mieux comprendre le pourquoi de ça dans quelques instants. Le nombre de données égales est toujours au moins 1. Et je vais vous expliquer la logique derrière ça dans quelques instants avec notre exemple. Il y aura une exception, peut-être que le mot « toujours » ici n'est pas le bon, là. Mais il y aura une exception à ça, mais dans la vaste majorité des cas que nous étudierons, il y aura toujours au moins une donnée égale. Et vous comprendrez la logique de ça dans quelques instants. Donc, je vous comprendrai de faire, bon, je ne sais pas trop où on s'en va avec ça, c'est tout à fait normal. Avec le petit exemple qu'on fait dans quelques instants, vous allez voir l'idée derrière cette petite note. Ensuite, donc ça, la première formule nous sert à calculer le rang centile à partir des résultats d'une distribution. Il existe également une formule pour faire l'opération inverse. Donc, imaginons que je connaisse déjà le rang centile d'une donnée et je cherche à savoir donc où se situe cette donnée dans la distribution. Eh bien, il y a une règle de calcul qui est très simple. Donc, c'est de prendre le rang centile, de le diviser par 100 et ensuite de multiplier par le nombre total de données de la distribution. Et ça nous permet de calculer la position. Et là, ça, c'est très, très, très important. Donc, ça nous permet de calculer la position de la donnée. Et dans l'exemple qu'on fera dans quelques instants, vous allez voir là, où on s'en va avec ça. Là, et j'insiste sur la position. Donc, ça ne donne pas la donnée. Ça nous donne la position de la donnée. Et donc, au final, cette formule-là, au même titre que la précédente, on va arrondir à l'unité inférieure lorsque vient le temps de calculer. Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de faire un gros dessin maintenant que j'ai expliqué le principe d'unité supérieure. Donnez l'exemple, par exemple, vous obtenez un résultat de 44,322. Ben ça, unité inférieure, donc ça va donner 44. Donc, on enlève tout simplement les décimales et on obtient donc l'unité comme ça. Donc, du moment qu'il y a des décimales, ce serait, par exemple, 56,99. Ben, on enlève les décimales. C'est 56 qu'on garde ici.
Voilà pour ça. Donc, sans tarder, ces formules-là, vous les aurez. Vous avez, on les a expliquées là, grossièrement ici. Mais je crois que c'est avec un petit exemple, ou même deux petits exemples, qu'on va être à même là, de mieux comprendre les particularités des calculs, du calcul du ressenti. Donc, je vous invite à reprendre votre cahier d'exercice. Voilà, on va se rendre à la page 274 et on va donc faire le premier exemple de 2, donc c'est le 4D. Et dans cette section du cahier d'exercice, la question est très très simple, c'est tout simplement de calculer donc le rang centile de la donnée qui est encadrée. Donc dans notre cas à nous, la donnée qui est encadrée, c'est la donnée 292, donc on cherche à calculer le rang centile de cette donnée-là. Donc, pour y arriver, ben, on devra utiliser là, les fameuses formules de calcul. Mais avant, regardez ce que j'ai fait ici. La façon dont sont présentées les données, on a une distribution qui est comme pas complète. En ce sens qu'il y a des intervalles là, que vous voyez ici qui sont représentés par des points de suspension. Donc, où on n'a pas cru bon là, indiquer toutes les données qui se trouvaient dans cet intervalle-là, mais on sait qu'il y a un certain nombre de données. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai pris la peine d'indiquer, donc, avant ces intervalles-là, combien de données on avait. Donc, on a 2 données au départ, ensuite 23, qu'on ne connaît pas, peu importe. Ensuite, il y en a 4 autres, 15 qu'on ne connaît pas. Ici, il y en a une. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la peine de les diviser. Et ensuite, donc, 47 et ensuite 6. Bref, on sait que si on fait le total de toutes ces données, donc 2 plus 23 plus 4 plus 15 plus 1 plus 1 plus 1 plus 47 plus 6, on obtient un total de 100 données. Donc, une fois ces considérations de départ qui sont établies, ben, on peut facilement maintenant là, arriver à calculer là, le rang centile. Donc, première chose à faire, ben, c'est d'établir il y a combien de données inférieures à la donnée 292. Ben, une fois que j'ai divisé, si vous voulez, ma distribution comme ça, que je l'ai analysée ainsi, ça devient extrêmement simple de voir là, il y a combien de données inférieures. Et ce serait donc tout ce qui se trouve dans cet intervalle-là. Donc, tout ce qui se trouve avant 292. Donc, autrement dit, 2 plus 23 plus 4 plus 15 plus 1. Et là, on comprend mieux pourquoi j'ai cru bon diviser mon intervalle ici avec la donnée 292 en une donnée plus petite, 292 ici une donnée et 295 une autre donnée. Donc, si on fait le total de tout ça, donc ça va être 25 plus 4, ça va faire 29, plus 1 ici, ça va faire donc 30, plus 15, on devrait avoir 45 ici au nombre des données inférieures. On va le voir dans quelques instants. Nombre de données égales, j'en parlais tantôt. Donc, il y a combien de données qui sont égales à 292? Mais par défaut, si on a ici la donnée de 292 dans la distribution, ben celle-là compte. Il y a au moins toujours une donnée. C'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, il y aura toujours minimalement une donnée qui sera égale à celle que l'on cherche. Le seul cas où ce ne serait pas vrai, c'est si on avait une situation où on avait donc la donnée qu'on cherche n'est pas dans la distribution, ou elle ne se situe pas dans la distribution de nos données. Donc, on a une donnée ici, le nombre total de données, on l'a indiqué tantôt, ça fait 100. Bref, donc la formule se simplifie en 45 plus une demi divisé par 100 fois 100. Donc, ce qui nous donne un résultat de 45,5 et on l'a dit tantôt, on arrondit toujours à l'unité supérieure. Donc, ça donne au final 46, ce qui veut dire que la donnée 292 se situe dans le 46e rang centile où son rang centile est de 46. Donc, voilà pour un premier exemple. Et on va en compléter un dernier pour conclure ce petit vidéo à l'instant. Donc là où on aura à chercher une donnée en connaissant son rang centile. Donc l'exemple en question, c'est à la page 275, le numéro 5.
Et on cherche ici là, à trouver le rang centile d'une donnée. Et là, il y a plusieurs choix. Je pense que l'exemple qu'on va faire, on va se fier au rang centile 53. Voilà ici. Bon, j'ai déjà ici là, fait apparaître plusieurs informations. Je vais décrire dans le fond tout ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants. On a une situation là, qui est analogue à celle qu'on avait précédemment. Donc, on a plusieurs données ici avec des intervalles où on ne connaît pas le nombre de données. Et donc, ici, on cherche, là, parmi les 4 exemples, je pense qu'il y a 4 exemples, là, on va essayer de trouver là, quelle donnée a le rang centile 53. Donc, si on se fie à la formule qu'on a développée pour trouver une donnée à partir de son rang centile, donc, on va tout simplement calculer là, le rang centile divisé par 100. Quand on définit ici tous nos intervalles de données, on fait la somme, il y a 175 données, donc 53, le rang centile divisé par 100, fois 75. Donc ça nous donne un résultat de 92,75. Encore une fois, dans le cas de cette formule-là, on abolit les décimales et on garde seulement la partie entière, donc ça nous donne la 92e donnée. Et là, c'est absolument important. J'insiste. J'ai insisté tantôt quand j'ai présenté la formule et j'insiste maintenant. Ce résultat n'est pas la réponse. C'est la position de la donnée qu'on cherche. Souvent, on va faire le calcul, on va dire « Ah, voilà ma réponse. La réponse, c'est 92. » Et surtout que dans le cas de l'exemple qui est ici, on pourrait bien avoir une donnée 92 entre 85 et 100. Mais non, la réponse qu'on cherche, c'est la 92e donnée. C'est sa position. Ce n'est pas la donnée elle-même. Donc, il faut la trouver. Il faut la trouver dans la distribution. Et pour ce faire, ben, il faut tout simplement compter depuis le début combien de données il y a et éventuellement, on va arriver à trouver la donnée en question. Et là, j'ai fait le travail pour vous ici. Donc, vous voyez là, les nombres qui défilent jusqu'à la fin. Je n'aurais pas été obligé de me rendre jusqu'à la dernière donnée, mais je l'ai fait. Donc, pour illustrer la situation. Donc, dans le premier bloc de données, on en a 5. Donc, on a la donnée 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a 45 données. Donc, si on fait 5 plus 45, ça fait 50. Donc, la prochaine donnée va être la 51e. Donc, 51, 52, 53, 54, 55. On a 34 données. Donc, 55 plus 34, on va se rendre jusqu'à 89. La suivante, 90, on approche, 91, 92. Donc la 92e donnée se situe ici. C'est donc le résultat 84. Donc encore une fois, j'insiste, quand on cherche une donnée à partir de son rang centile, la réponse qu'on obtient, c'est la position. On n'a pas encore trouvé la donnée. Et donc la donnée située au 53e rang centile. C'est la 92e de la distribution et c'est la donnée 84. Donc voilà, ça fait un peu le topo de la situation là, au sujet du rang centile. Je vous invite maintenant à compléter les exercices de la section écart moyen et rang centile dans la liste des devoirs. Et en ce sens-là, donc, vous aurez là, un bon aperçu du genre de problèmes, de questions qu'on peut vous poser en lien avec ces deux concepts statistiques. Voilà. Merci beaucoup.